Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Dérogation aux règles budgétaires, prêts bonifiés de la Commission, clause de préférence européenne, le plan de réarmement de l'UE se précise. Ce jeudi, les 27 ont approuvé les propositions de la Commission. L'idée d'un grand emprunt est à nouveau dans l'air. L'Europe se donne-t-elle les moyens de son réarmement? On en débat dans un instant. Une large partie de ce plan reposera sur les États. Alors comment financer l'effort de guerre dans une France dont les finances sont dégradées? Ce jeudi, investisseurs et entreprises étaient réunis à Bercy. Entre épargne privée et endettement, quelle est la bonne formule? Faut-il sacrifier le modèle social et l'écologie? Eh bien, on en parle avec mes invités. Anne-Sophie Alsif, chef économiste chez BDO. Philippe Missoff, délégué général du groupement des industriels de construction et activités navales. Denis Père, chef d'entreprise, président de Nature and People First. Et Arnaud Dumas, rédacteur en chef spécialisé en finance durable pour le site d'information Novetic. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. 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 C'est le nerf de la guerre. L'Europe va donc augmenter son budget défense jusqu'à 800 milliards d'euros, dont 650 milliards investis par les États grâce à un assouplissement des règles budgétaires et 150 milliards d'euros de prêts de la Commission européenne pour s'armer. Mais auprès de qui se fournir? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. Des missiles américains patriotes lancés par l'armée allemande. Des hélicoptères de combat Apache, eux aussi américains, utilisés par l'armée polonaise. Des avions de chasse F-35 pilotés par des militaires néerlandais. Ces images pourraient peut-être un jour disparaître, car Bruxelles veut mettre en place une préférence européenne. Le but est de dépenser mieux et surtout ensemble. Il nous faut agir beaucoup plus fortement pour être plus indépendants. Il est inacceptable que 3/4 de l'argent des contribuables européens servent à acheter des armes américaines. Aujourd'hui, chaque État est souverain dans ses choix d'armement. Mais la Commission européenne va prêter 150 milliards d'euros pour des achats groupés à condition qu'ils contiennent au moins 65% de composants européens. Objectif, muscler l'industrie européenne de défense plutôt que d'enrichir des entreprises étrangères. À Bordeaux, cette usine qui fabrique de la poudre pour des obus va désormais tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une bonne nouvelle pour les salariés. Je pense que je peux tenir jusqu'à la retraite. Donc oui, c'est effectivement une pérennité dans l'emploi, donc c'est une bonne chose, quoi. Autre objectif, ne plus dépendre de la technologie américaine alors que Donald Trump tourne le dos à l'Europe. Mais certains pays comme l'Allemagne, la Pologne ou les pays baltes n'adhèrent pas à cette préférence européenne. Acheter des armes américaines, c'est acheter la protection politique et militaire américaine. Et aujourd'hui, avec Donald Trump, c'est aussi acheter sa bienveillance. L'Europe aujourd'hui dépense 50 milliards d'euros par an en matériel américain, soit 55% de ses achats militaires. La Commission de Bruxelles voudrait que les Européens puissent se défendre par eux-mêmes d'ici 5 ans. Beaucoup de réactions en plateau. La Commission européenne va donc prêter 150 milliards d'euros pour des achats groupés à condition qu'ils contiennent au moins 65% de composants européens. Anne-Sophie Alsif, peut-on dire que c'est un bon début? C'est un très bon début, si justement ça fonctionne et si les États membres respectent ces fameux 65%. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bien sûr, il y a l'idée d'avoir une défense européenne, de se réarmer, d'investir, mais très souvent, et ce qui est très important derrière ces investissements, c'est tout l'écosystème que ça crée. Qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, on a des très grandes dépendances concernant notamment les systèmes d'information, les systèmes de données, et c'est aujourd'hui le nerf de la guerre. Cette guerre, bien sûr, on parle du matériel, mais elle sera également beaucoup, et on voit la Russie la pratique énormément dans les systèmes d'information, dans le fait d'attaquer, on l'a vu, les services publics, les écoles, les hôpitaux. Et donc on aura une guerre qui sera de plus en plus importante sur ces systèmes d'information. Et donc c'est tout à fait indispensable que l'Europe ait une indépendance totale sur ces sujets-là, ne dépendent pas des États-Unis. Et derrière, lorsque vous allez savoir ces investissements, vous avez le système d'information, vous avez une gestion des données, vous avez de la valeur ajoutée qui est créée. Et ces données, ces systèmes peuvent servir pour plein d'autres choses, pour la santé, pour l'agriculture, pour le civil, pour le spatial. Donc c'est vraiment la création de valeur brute dont l'Europe a besoin. Il faut le rappeler, l'Europe est très endettée. Cet argent va beaucoup à des dépenses de fonctionnement. Là, ce serait vraiment aller vers l'investissement et la création de valeur. Philippe Missoff, aujourd'hui, plus de 50% des achats militaires européens sont américains. Avec ce type de mesures annoncées par la Commission européenne, l'Europe pourra-t-elle se défendre par elle-même d'ici 5 ans? Ça va nécessiter des investissements qui sont énormes.
Néanmoins, c'est quelque chose qui est faisable, notamment avec les plans qui sont mis en place aujourd'hui par la Commission européenne et aussi à terme par la France. Nous, on a aussi donc toute une LPM, la loi de programmation militaire, qui est déjà en forte augmentation et qui va nous permettre, en effet, à terme, de pouvoir être moins dépendant des Américains sur certaines choses, en sachant que la France est déjà elle-même très peu dépendante des Américains. Et est-ce que la France et ses grandes, mais aussi ses petites entreprises sont en bonne position pour profiter précisément de cette préférence européenne ? La France est déjà très présente dans le Fonds européen de défense et donc investit avec d'autres entreprises européennes dans plusieurs projets. Et on a des très bons taux de retour justement sur les financements européens. Et donc, on va avoir des financements supplémentaires. Donc, la France devrait toujours rester parmi les premiers à bénéficier de ces emprunts. Jenny Payer, peut-être une réaction sur ces mesures annoncées. Est-ce qu'elles vont permettre de garantir une autonomie stratégique européenne ? On l'espère avec cette obligation effectivement de sourcing, d'approvisionnement en priorité en Europe. Ça paraît essentiel, surtout effectivement sur toutes les technologies de télécommunication. On sait très bien que dans ce domaine-là, il y a des éléments de souveraineté absolument majeurs. Déjà, en matière militaire, on est dans la souveraineté. Et en matière de télécommunication, on sait très bien, par exemple, que les F-35, effectivement, peuvent rester cloués au sol si les Américains le décident. Il y a des boîtes noires électroniques à laquelle n'ont pas accès les exploitants de ces avions. Et si la politique étrangère des États-Unis est contraire aux actions qui sont décidées par le pays destinataire de ces avions, on sait très bien qu'ils peuvent s'y opposer. Donc il est essentiel, effectivement, d'avoir dans ce domaine-là des éléments de souveraineté absolue. Et ce qui est décidé semble être la bonne chose. C'est-à-dire que c'est financé par l'emprunt des éléments, une stratégie de défense, c'est quelque chose qui est acceptable. Enfin, l'emprunt, c'est une bonne chose quand c'est pour investir dans l'avenir et dans la protection des populations. Et pour autant, on l'a vu dans le reportage, certains pays comme la Pologne ou les pays baltes n'adhèrent pas à la préférence européenne. Et ce vendredi, l'Allemagne affirme ne pas vouloir reconsidérer sa commande d'avions de combat F-35 américains. Malgré le revirement stratégique de Donald Trump, on voit que c'est pas facile pour certains de sortir du giron américain. Ouais. C'est pas facile, mais je pense qu'il faudra beaucoup de persuasion de la part des autres. Ils sont quand même plus nombreux que ceux que vous venez d'évoquer, qui sont plutôt a priori d'accord. Donc on espère qu'ils arriveront à convaincre leurs autres partenaires, effectivement. Ouais. Dans les arguments, c'était acheter des armes américaines, c'est acheter la protection économique et militaire américaine, c'est aussi acheter la bienveillance de Donald Trump. Est-ce bien toujours le cas ? C'est vraiment pas du tout le cas. Et ce qui est incroyable, c'est de voir les dernières semaines à quel point on a des retournements, qu'il n'y a pas du tout de valeur de la parole donnée, qu'on n'est pas du tout sur cette idée justement de bienveillance et qu'on ait encore des États européens qui pensent qu'il faut continuer d'acheter les produits américains parce que l'on aura peut-être la bienveillance de Donald Trump. C'est juste faux, c'est une erreur stratégique qui est majeure. Non, bien évidemment, et on aura besoin du soutien américain parce qu'on ne va pas passer du jour au lendemain à une indépendance totale. Donc bien évidemment, ça va se faire par palier. Mais on ne peut pas aujourd'hui, si on met cet argent sur la table, dire que l'on ne va pas massivement acheter des produits européens. C'est vraiment une condition qui est non négociable vu les sommes d'investissement qui vont être engagées. Donc il faut vraiment faire pression pour que les pays qui continuent, certes continuent, mais à ce moment-là, on peut mettre en place des systèmes de sanctions, dire très bien, vous n'avez pas accès à tel ou tel matériel. Il faut avoir ce genre de mécanisme. Ça ne fonctionnera que s'il y a vraiment des achats groupés au niveau européen. On voit bien que ces annonces, elles interviennent dans un contexte de guerre commerciale lancée par Donald Trump. Et on voit que dans ce contexte, cette semaine précisément, l'Europe, elle tente de temporiser. Elle a reporté de 15 jours ses mesures douanières de rétorsion contre certains produits américains. Là aussi, c'est quoi ? Il s'agit d'amadouer Donald Trump ? D'amadouer, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est dans le deal. Donc il lance comme ça des menaces très fortes et il voit comment on réagit. Et là, on est vraiment dans ce système. Donc l'Union européenne répond avec la défense. Au niveau des droits de douane, il le voit bien. Il sait très bien que les pays ne sont pas du tout alignés, même si la politique commerciale est une compétence de l'Union européenne. C'est très bien que les pays du Nord sont très atlantistes, veulent écouler leurs produits, les pays du Sud moins, qu'on a les pays de l'Est également qui sont partagés. Donc il va vraiment agir sur les divisions de l'Europe. Précisément sur ce dossier. Exactement. On voit que la France, elle craint de voir ses alcools touchés, être taxés jusqu'à 200%. C'est quand même très facile pour Donald Trump de toucher là où ça fait mal. Oui, il est très fort pour ça. Maintenant, il y a un précédent. Lors de son précédent mandat, il y a eu des discussions exactement similaires. On a réussi, à l'époque, c'était Jean-Claude Juncker, en ciblant effectivement un certain nombre de régions américaines qui étaient des fiefs républicains, à faire reculer. Mais là, les Français, précisément, ils ne veulent pas qu'on touche au Bourbon parce qu'ils ont peur pour leur champagne ou pour leur liqueur. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump d'annoncer 200% de taxes sur le champagne. Donc je crois qu'il faut pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut appliquer la même stratégie. Et puis, alors, en temporisant quand il le faut, en faisant ça intelligemment, en évitant
souhaitant effectivement l'escalade, mais à un moment donné, il faut réagir de la même manière. C'est la seule manière de le faire reculer, et c'est le seul langage qu'il comprend, malheureusement. Et alors vous, précisément, qui avez développé des activités aux États-Unis, comment vous percevez l'arrivée de Donald Trump ? Écoutez, nous, dans notre domaine, ça nous a été plutôt bénéfique. Nous, on développe des solutions de stockage d'énergie dans l'Arizona, dans la nation Navajo, et on avait une opposition assez farouche, comme d'ailleurs pour tous les projets dans cette nation, d'une ONG très décroissante et qui était très bien vue par l'administration Biden. L'interlocutrice, Tony Giuliani, c'est du Navajo, hein, donc ça veut dire l'eau sacrée, je crois. Et elle était très bien vue parce que la dirigeante de l'association en question, de l'ONG en question, était femme Navajo. Elle cochait toutes les cases, je dirais, du wokisme, et donc très très bien vu à Washington. Et depuis l'arrivée de Donald Trump, ces gens-là n'ont plus aucune audience. L'administration républicaine a aussi dit aux différentes tribus, dont les Navajos, que dorénavant, il fallait compter sur eux-mêmes pour le développement économique. Et donc maintenant, ils accueillent les projets de développement économique comme les nôtres de façon beaucoup plus ouverte. Donc il y a quand même eu besoin d'un recentrage qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu. Il faut comprendre que les choses étaient allées très très loin aussi. Il y a un balancier qui va dans l'autre sens. Et oui, alors il va dans l'autre sens, de façon très radicale. Mais si les Américains ont élu Donald Trump avec tous les défauts qu'on lui connaît, c'est qu'en face, il y avait des attitudes qui étaient aussi très très caricaturales. Et donc aujourd'hui, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire et qui pour nous est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas de politique, surtout aux États-Unis. Donc on a compris que vous n'étiez pas très favorable à certaines ONG dites wokistes. Parce qu'elles se comportaient de façon très négative vis-à-vis même de l'intérêt de ces populations. Dans la nation Navajo, vous avez 48% de chômage, un salaire moyen à $8 000 par an, vous avez une très grande pauvreté. Et ces gens-là s'opposaient à tous les projets économiques, quels qu'ils soient, des emplois verts comme ceux dont nous faisons la promotion, avec des projets de petite taille, raisonnables, qui utilisent de l'eau mais en circuit fermé. Enfin, tout ça était extrêmement raisonnable. Et pour autant, tous les projets se voyaient opposer l'attitude très agressive de ces gens-là. Et donc aujourd'hui, c'est complètement terminé. Et donc c'est vrai que nous, on se félicite au moins sur cet aspect-là de l'arrivée de Donald Trump. Et au-delà de votre activité, comment vous percevez, on va dire, cette guerre douanière, aussi ces velléités, je ne sais pas, territoriales sur le Groenland, ces revirements stratégiques, les licenciements massifs dans la fonction publique, c'est très Wall Street qui tangue. C'est très extrême. Je pense que Wall Street qui tangue, ça va être quelque chose qui devrait normalement faire reculer Donald Trump à un moment donné, en tout cas le faire réfléchir. On le connaît, c'est quelqu'un qui est très extrême dans ses prises de position. Effectivement, c'est un deal maker. Il commence par faire des propositions qui sont toujours très très extrêmes, pour ensuite revenir en arrière. C'est un promoteur immobilier new-yorkais quand même, fondamentalement, et donc habitué effectivement à des négociations extrêmement dures, extrêmement avec des prises de position qui sont tout à fait radicales. Et donc je pense qu'il faut juste tenir compte de ça. Je ne pense pas qu'il ira aussi loin qu'il l'affirme dans beaucoup de domaines. Cela dit, effectivement, sur les aspects territoriaux, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aussi bien pour le Groenland que pour le Canada, il y a une vraie inquiétude stratégique des États-Unis aujourd'hui par rapport à la route maritime du Nord qui s'est ouverte récemment avec le changement climatique et au fait qu'il y a des navires russes maintenant. Il y a plus de 40 brise-glaces russes qui circulent dans l'Arctique. Les Américains n'avaient qu'un brise-glace, ils viennent d'en commander 45. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une peur aujourd'hui fondamentalement des Américains par rapport effectivement à cette présence russe et chinoise d'ailleurs accessoirement. Et donc tout ça est motivé quand même par la peur et donc peut amener effectivement des attitudes assez fortes et assez radicales. Mais j'espère que ça se terminera simplement par l'implantation de bases militaires un peu plus nombreuses. Il y en a déjà d'ailleurs au Groenland ou au Canada ou dans le nord de l'Arctique et que ça n'ira pas plus loin que ça. Philippe Missoff, comment vous percevez peut-être ces nouvelles routes percées au Groenland ou encore aussi peut-être par les menaces de taxes portuaires brandies par Donald Trump sur les compagnies maritimes ? Les taxes qu'ils souhaitent mettre en place, c'est ce qu'on aurait aimé voir en Europe il y a bien longtemps déjà, parce qu'en effet, il ne fait que reprendre des éléments qui existent déjà dans d'autres stratégies maritimes, dont la stratégie notamment des Anglais, et des éléments qui viennent aussi de 2016 de l'Europe, et qui disaient qu'en effet, les navires aujourd'hui, on a énormément perdu en termes de construction navale, on s'est énormément désindustrialisé à cause du Japon d'abord, puis de la Corée et maintenant de la Chine. En Europe, la Chine, c'était 15% des prises de commandes il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 70%. Sur les navires de grand tonnage. Donc vous appelez à des mesures européennes aussi fortes. Donc nous, on nous a retiré toutes les aides au chantier avec l'OCDE et ensuite, et eux par contre ont été extrêmement subventionnés. Vous avez des chantiers qui sont subventionnés plusieurs milliards par an pour se développer ou même pour faire du marketing uniquement.
Donc nous, évidemment, on n'est pas capable de suivre là-dessus. Et donc il faut des mesures de rétorsion. L'Europe avait proposé dans un accord à un moment d'empêcher les navires qui ont été construits avec des subventions illégales qui n'aient pas le droit d'accoster en Europe et que leurs marchandises n'aient pas le droit d'arriver en Europe. Ça, c'était ce qu'avait proposé en 2016. C'est ce qu'avait proposé en 2016 l'Europe. Ça n'a pas été appliqué parce que c'était soumis à une condition d'un accord, de la signature d'un accord à l'OMC qui n'est pas rentré en vigueur. Donc résultat, c'est un texte qui aujourd'hui n'est pas appliqué, mais qui existe. Voilà. Et qui pourrait ressortir aujourd'hui. Et qui pourrait ressortir. Et en fait, ce qu'a fait Donald Trump, c'est juste reprendre ça et lui juste imposer une taxe d'1 million. Et donc évidemment, tous les armateurs sont allés voir, sont rentrés en négociation et réfléchissent à maintenant comment améliorer l'industrie navale américaine qui a aujourd'hui plus de 20 ans de retard sur l'industrie navale européenne déjà. Sans demander au passage l'avis de l'Organisation mondiale du commerce qui est d'ailleurs un petit peu endormie ces dernières années. Alors pendant ce temps, à Bruxelles, plusieurs pays plaident pour un grand emprunt en commun, à l'image de celui contracté pour relancer l'économie après la crise du Covid, on s'en souvient, y compris, et c'est peut-être là la surprise, l'Allemagne. Le futur chancelier Friedrich Merz a fait voter mardi un plan massif d'investissement pour réarmer et moderniser le pays. Anne-Sophie Elsilf, l'Allemagne qui rompt avec sa sacro-sainte rigueur budgétaire, finalement, c'est un petit peu le grand pas que l'on attendait vers une indépendance stratégique? Oui, c'est vraiment, je dirais même historique ce qui se passe en Allemagne, parce que bien sûr, c'est les questions militaires qui font qu'on en arrive là, mais c'est beaucoup plus global. Toute la stratégie de l'économie allemande, ça a été vraiment une stratégie de dire on délocalise notamment dans les pays de l'Est, d'où le rattachement à la Pologne, à la Roumanie, parce que vous avez une grande partie du tissu productif qui est là, notamment dans des secteurs comme la machine-outil ou l'automobile. On a justement des salaires qui restent assez bas et grâce à ça, on a une politique d'exportation, notamment sur le haut de gamme, excessivement performante, qui nous permet d'être vraiment une véritable puissance industrielle et exportatrice. Et l'investissement, ça a été vraiment la corollaire, notamment l'investissement public, qui a été sacrifié pendant ces années en disant, voilà, il faut garder en effet une certaine doxa budgétaire, et puis on a ces surplus grâce à notre commerce exportateur et très bénéficiaire qui nous permettent d'avoir cette puissance économique et de garder de bonnes finances publiques. Là, c'est vraiment un revirement parce qu'on a cette crise, en effet, du modèle industriel allemand sur l'offre des produits et parce qu'on a aussi ce défaut d'investissement productif qui a vraiment été un défaut depuis plus de 10 ans que l'Allemagne paie aujourd'hui dans son système économique. Donc, bien évidemment, il y a ce changement incroyable de dire oui, on peut aujourd'hui s'endetter pour la défense, donc ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais aussi pour l'investissement en général. Cet investissement qui a vraiment été mis de côté pendant des années et des années. Et ça c'est très important parce qu'on s'en souvient, en Europe on a la même monnaie, ils font partie de la zone euro, la balance des paiements est équilibrée et c'est vrai que la grande difficulté c'est que ces surplus allemands créaient, notamment dans les pays du Sud, des difficultés notamment sur leur monnaie, sur leur capacité, on va dire, économique et de pouvoir d'achat. Et donc c'est vraiment tout ce changement. C'est pas seulement l'Europe de la défense, mais c'est vraiment, on choisit l'investissement et on parle même d'un grand emprunt qui pourrait être au niveau européen. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez inédit. La question étant de savoir si ces dépenses allemandes vont-elles profiter à l'industrie de l'armement européenne, voire française. D'après les dernières déclarations du ministre de la Défense allemand, ça n'est pas tout à fait le cas, en tout cas pour l'instant. Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais j'ai l'impression, connaissant bien l'industrie allemande, jusqu'à présent, les négociations qu'ils ont eues avec leur chancelier, du moins les anciens chanceliers, ça n'a jamais été trop en leur faveur. Un tel emprunt européen est-il inéluctable, Denis Père ? Au risque peut-être de voir la note de crédit de la Commission européenne légèrement dégradée. Alors, l'Union européenne, quand on regarde les finances publiques allemandes, ont heureusement une capacité d'emprunt qui est tout à fait bonne. Et encore une fois, quand il s'agit d'emprunter pour des sujets comme ça, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon emprunt et le mauvais emprunt. Il s'agit d'emprunter pour protéger, investir dans l'avenir, dans la protection des citoyens dans les 30 ou 40 ans qui viennent. C'est évidemment un très bon emprunt. Et l'Europe est en train de franchir une étape importante, d'ailleurs, dans l'affirmation d'une souveraineté. D'ailleurs, c'est le premier projet qui avait été imaginé, projet commun pour l'Union européenne, c'était la défense. On est en train de revenir finalement à l'origine de ce qu'était la vision européenne.
d'avoir une défense un peu commune. Alors, ça ne sera pas une armée commune, mais ce sera peut-être un espèce d'OTAN européen, et puis effectivement des systèmes d'armement qui seront majoritairement européens. Tout ça, c'est une très bonne chose. L'Europe est en train de progresser, comme souvent dans les crises, de façon très rapide, de façon spectaculaire, et je pense de façon nécessaire. Parce que ça nous invite aussi à une nouvelle vision, c'est-à-dire que aussi de remettre en cause la fameuse doxa des 27 et de faire des projets à 27. Je pense que bien sûr, il y a l'Europe de la défense. L'idée, c'est qu'un maximum de pays participent, mais sur d'autres sujets, notamment l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population, l'investissement dans l'innovation, ces sujets-là, je pense qu'après ces crises, vous aurez de plus en plus, en fonction des sujets, la volonté ou pas des États d'investir, de mettre au pot, et en fonction de ce qui est investi, eh bien, avoir le retour par investissement. Et donc, comme ça, on sortira de cette doxa de l'Union à 27 et on pourra financer énormément de projets par thème qui ne peuvent pas être financés par les États seuls. Oui, et quand on réfléchit bien, enfin, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui disait quand même... On est 500 millions d'Européens qui demandent à 300 millions d'Américains de nous protéger contre 140 millions de Russes. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, ça, effectivement. C'est ridicule. On doit avoir notre souveraineté. Qui ne réussissent pas à se débarrasser de 80 millions d'Ukrainiens. Aidés par les Américains et les Européens. Et alors que la Russie est un pays qui a un PIB qui est équivalent à celui de l'Espagne, alors certes investi à 40% dans le militaire, donc c'est vrai qu'on a des efforts à faire pour le contrer, mais on en a largement les moyens, on en a évidemment les capacités scientifiques et industrielles. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Je ne suis pas un va-t-en-guerre du tout, mais si vis pacem parabellum, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Alors sur les 500 milliards supplémentaires prévus en Allemagne pour rénover ces infrastructures, 100 milliards seront consacrés plutôt à la protection du climat. C'est quoi? C'est 1/5? C'est ce que pèse aujourd'hui dans cette nouvelle donne géopolitique les questions environnementales? Mais surtout que ces 100 milliards ont été obtenus un peu de haute lutte par les Verts. Au départ, ils n'étaient pas prévus et c'est pour avoir la signature des Verts que le futur chancelier allemand l'a pris. Et effectivement, on a l'impression que le climat passe un peu à la trappe finalement face à une autre crise, alors que la crise actuelle sur la crise géopolitique, sur la guerre, finalement n'efface pas la crise climatique. Les crises s'empilent mais ne s'annulent pas en fait. Et c'est vrai que c'est dommage qu'un emprunt pour financer la défense, qui est effectivement sans doute important, ça n'ait pas existé tellement pour la crise climatique, qui est au moins aussi grave que la crise, le risque de guerre en fait. Anne-Sophie Elsif, vous êtes d'accord en temps de guerre, l'écologie n'est clairement plus une priorité? Non, mais là aussi, je pense que ça peut être le piège. Il ne faut pas, justement, c'est pour ça que je parlais d'un emprunt ou des emprunts par thème spécifique avec des pays qui décident ou pas d'investir, opposés l'un ou l'autre. Bien sûr, la sécurité, bon, voilà, c'est quand même... Derrière, il y a notre liberté, donc c'est quand même assez supranational, et on est d'accord, mais vous l'avez très justement dit, le réchauffement climatique et la transition est tout à fait essentiel. Qu'est-ce qu'on voit dans ces grandes puissances? Ce sera une lutte pour avoir justement des terres rares, pour avoir des matières premières, parce que justement, il y a cette question de la transition écologique et de la finitude des ressources. Donc bien évidemment que cette question va être de plus en plus aiguë et demande beaucoup de financement. Ce qu'il faut, c'est pas mettre en effet une chose contre l'autre et dire parce qu'on fait la défense, on va sacrifier le développement durable. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir des fonds différenciés en fonction des sujets et demander aux États de mettre au pot, mais en tout cas pas annuler l'un par rapport à l'autre. Est-ce que c'est possible? C'est possible. D'autant plus que plus on attend, plus la facture est élevée. Philippe Issoff, cette problématique environnementale, est-ce qu'elle est prise en compte par l'industrie navale? Elle est tout à fait prise en compte parce que l'industrie navale, c'est une industrie qui est duale. 80% de nos adhérents... Donc civils et militaires. Civils et militaires, exactement. Et en fait, le civil, on en parlait tout à l'heure, qui diminue à cause de la Chine notamment, eh bien, ça crée des problématiques sur le militaire parce qu'on a besoin d'équipementiers qui sont forts et qui peuvent produire de nombreux équipements. Aujourd'hui, nous, autant sur le militaire, on promeut évidemment le discours qu'on entend aujourd'hui sur le développement, sur l'emprunt dans la défense, autant sur le civil, on travaille énormément sur le sujet de la décarbonation, parce qu'aujourd'hui, on considère que pour développer le marché du naval civil de demain, ça passe essentiellement par la décarbonation. Et c'est plus de 3 000 milliards d'euros qui doivent être investis, de dollars, pardon, qui doivent être investis dans le monde entier pour décarboner la flotte actuelle, pour répondre aux exigences de l'Organisation maritime internationale. Et en France, c'est estimé à entre 50 et 70 milliards à investir. Donc, évidemment, on travaille aussi sur ces sujets-là. Ça reste une priorité aujourd'hui. On propose des solutions, notamment à travers à travers la taxe carbone européenne maritime. Pour justement aider les armateurs à financer des navires verts. Donc, non, les deux sont compatibles. Et on travaille sur les deux sujets en même temps et les mêmes journées.
Vous vouliez réagir, Denis Père ? Oui, enfin non, juste pour être parfaitement en phase avec tout ce qui a été dit, il ne s'agit pas de choisir la défense du climat, effectivement, et la défense de nos frontières. Enfin, les deux sont absolument essentiels. Il faut ensuite s'en donner les moyens, effectivement, à travers des emprunts quand on en a la capacité. Malheureusement, la France, on en parlera sûrement tout à l'heure, a une capacité d'emprunt qui devient de plus en plus difficile parce qu'on a financé non pas des investissements d'avenir, mais des transferts sociaux et des salaires et des retraites de fonctionnaires pendant des années parce que la dépense publique. On va y venir dans un instant. Mais il faut bien sûr mener ces deux combats, bien sûr. Alors il y a une autre piste qui était évoquée de financement, mais qui est rejetée pour l'instant, c'est celle de la saisie des avoirs russes gelés en Europe. Ce sont plus de 200 milliards d'euros. Denis Père, par les temps qui courent, pourquoi se priver d'une telle manne ? Je crois qu'il y a eu des hésitations par rapport à la réaction éventuelle de Donald Trump, mais et évidemment de Vladimir Poutine, parce que c'est vraiment un peu pas l'arme nucléaire, évidemment, on ne va pas prendre cette image-là en l'occurrence, mais c'est évidemment très offensif. Mais personnellement, je trouve ces hésitations assez inadmissibles. Enfin, je veux dire, les Russes se comportent de façon parfaitement scandaleuse, et les coûts ensuite induits, aussi bien pour l'Ukraine que pour nous, sont considérables. Il ne serait pas anormal qu'on se rembourse effectivement avec des avoirs russes, ça ne me choquerait pas. La difficulté, c'est vraiment l'aspect réciprocité, parce que je pense que ça a été quand même bien étudié. On a beaucoup d'avoirs et d'actifs, notamment aussi aux États-Unis, et vu le contexte qui est quand même très compliqué, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Vous avez l'air dubitatif. Si, je pense pour les actifs européens, il y a l'idée de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas des mesures de rétorsion ? Mais ça, encore une fois, ça peut se sécuriser. Les Américains ont des actifs considérables en Europe. S'ils commencent à saisir nos actifs aux États-Unis, là, on est dans vous voyez une course en avant. Ce qui a été pris en compte, c'est en effet les intérêts de ces actifs. Mais je pense que si la situation continue de se dégrade, on y fera au J. Je pense que c'est une question qui reviendra régulièrement. Elle n'est pas tranchée pour l'instant. En tout cas, l'essentiel de l'effort demandé, soit 650 milliards d'euros, devrait reposer sur les États. La France entend mobiliser l'épargne des Français pour financer les 4500 entreprises du secteur via notamment la création d'un fonds spécifique. Les précisions d'Eliott Samuel. Investir dans la défense française, désormais, n'importe quel citoyen pourra le faire. C'est un fonds destiné aux particuliers qui va être lancé. Le modèle français, c'est un modèle social, mais c'est aussi un modèle d'autonomie stratégique. Nous ne sommes pas dépendants, y compris de nos alliés, pour notre sécurité et notre défense, y compris pour notre dissuasion nucléaire. Par définition, c'est un héritage. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. L'objectif, collecter jusqu'à 450 millions d'euros. Il faut pour cela placer au minimum 500 € sur ce fonds d'épargne. Il sera lancé par la Banque publique d'investissement BPI France. Son président prévient, il y a tout de même des risques à investir. Simplement, il faut savoir que quand on investit en fonds propres, vous pouvez tout perdre. Donc, ce n'est pas un livret protégé par l'État, avec un avantage fiscal, etc. Vous êtes un investisseur. Simplement, vous mettez 500 € ou 1000 €, et nous, avec ça, on investit dans quelque chose comme 150, 250, 300, 400, 500 entreprises. Donc, le risque est très dilué sur un portefeuille. Il n'y aura donc aucun taux de rémunération fixe et cet argent sera bloqué pendant 7 ans. Le gouvernement ne mise évidemment pas que sur les particuliers. 1,7 milliard d'euros seront investis par des acteurs publics comme la Caisse des dépôts ou la BPI France. De nombreux investissements privés sont également espérés, notamment par des banques, des assurances ou des fonds d'investissement. L'objectif final, obtenir jusqu'à 5 milliards d'euros pour soutenir le secteur sans aller ponctionner les fonds des Français comme le livret A. Une somme qui vise à financer les 4500 entreprises du secteur en difficulté financière ces dernières années. Un fonds destiné aux particuliers, je voudrais faire un tour de table. Est-ce une bonne idée et seriez-vous prêt à titre individuel, tout simplement pour y investir vos économies ? Oui, c'est une bonne idée à titre individuel, je pense, qu'il faut le faire. Quand vous regardez la masse d'épargne en France, on est à plus de 6300 milliards d'euros. Et sur les comptes courants, on a donc sur les comptes courants, productivité très faible, 800 milliards d'euros. Donc encore une fois, l'idée, c'est de dire, c'est de ne pas prendre 100% de l'épargne, ce n'est pas de prendre tous ces milliards et ces milliards, c'est juste qu'il y ait une petite partie qui soit investie sur ce thème, sur ce sujet. Et le but, bien sûr, c'est investir dans ces entreprises de défense. On parle des grandes entreprises européennes, on en a à peu près une trentaine, donc on en a. Mais également, et c'est vraiment l'élément important, de créer un écosystème et d'avoir assez d'investissements pour justement créer des entreprises qui nous manquent, notamment dans les systèmes d'information. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est très bien que la donnée est le nerf de la guerre. Et c'est vraiment ce type d'investissement qui est nécessaire et qui permettra après de profiter aux civils, on l'a
dit, dans la recherche, dans la santé, dans plein d'autres secteurs. Donc oui, je pense que c'est une bonne initiative. Arnaud Dumas, est-ce que vous pensez que ce type de fonds aura plus de chances de séduire le grand public que ceux destinés à la transition énergétique, par exemple ? Alors, je ne sais pas. La transition énergétique, tous les sondages réguliers que fait le Forum de l'investissement responsable montrent qu'il y a un appétit des Français pour ce type d'investissement est assez fort, même si... La rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. La rentabilité, ça dépend. Sur le long terme, elle est là quand même. Sur la défense, il y a eu un autre sondage récemment de la France Mutualiste sur est-ce que vous seriez prêt à investir dans une épargne défense. Et là, c'est beaucoup plus partagé. C'est en gros 40% et le reste ne sait pas. Très rapidement, Denis Père. Oui, je pense que c'est un investissement qui est potentiellement rentable. Enfin, un fonds de private equity bien géré, il sort du 15-20% par an. Et l'industrie de défense française, elle est très très forte, elle est très bonne. Je pense que ça se passera bien, si c'est bien géré par la BPI, j'espère. Oui, tout à fait. Moi, j'investirais sans le moindre problème. Alors, voilà pour le conseil investissement du jour. À la fin, il parlait de 4500 entreprises qui étaient en difficulté. Non, il y a 4500 entreprises qui sont performantes, qui innovent, qui font des choses, qui ont des difficultés à avoir certains financements, notamment en capital. Et précisément, est-ce que vous pensez que de nombreux investissements également privés, comme disait le reportage, sont également espérés, notamment par des banques, des assurances, des fonds d'investissement. Par exemple, BPC, les deux grandes banques, BPCE et BNP Paribas, ont d'ailleurs annoncé que leurs filiales d'assurance doubleraient leur exposition, leur financement dans la défense. Vous diriez qu'il était temps ? C'est bien, il y a déjà 50 milliards d'encours en fait, par les banques dans la BITD, dans la base industrielle et technologique de défense, donc dans le secteur de la défense. Donc c'est déjà bien. Et ensuite, donc là, ils proposent des nouveaux systèmes à travers la dette, à travers du capital. Donc oui, c'est très bien. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a fait le ministre hier, c'est donner les conditions aussi aux investisseurs, de leur dire, vous êtes en train d'investir dans une industrie qui est durable. Donc on a eu énormément de problèmes avec la taxonomie. Avec de la visibilité sur des commandes. Il y a de la visibilité sur la commande. Vous avez la LPM et puis vous aurez la révision de la loi de programmation militaire, et donc les milliards d'euros qui sont investis notamment dans les programmes militaires français. Et puis là, la révision qui aura lieu suite à la revue nationale stratégique de mai prochain. Donc tout ça, il va y avoir une montée en capacité de toute cette industrie. Cette industrie a donc besoin de se financer pour ça. Il y a 17,5 milliards d'euros de prise de commandes supplémentaires qui doivent être prises. Et donc c'est des entreprises qui vont croître, qui vont être en croissance et donc dans lesquelles il faut investir. Arnaud Dumas, pourquoi il a été si compliqué pour des banques ou des assureurs ou des fonds d'investir dans l'armement ces dernières années ? C'est vrai que ça faisait partie des exclusions éthiques, des exclusions sectorielles plutôt dans beaucoup chez beaucoup d'acteurs financiers. L'armement controversé au départ et puis qui s'est beaucoup étendu. Là, effectivement, le ministre a dit jeudi qu'il fallait revoir la définition de ces armements controversés en disant il y a l'armement interdit par les traités internationaux et le reste est autorisé. Certains acteurs oui, il n'y a pas d'armes controversées, il n'y a que des armes interdites et des armes autorisées, a dit le ministre c'est ce qu'il disait, de l'économie. Les acteurs financiers avaient un peu étendu la définition. Et donc il y a des doctrines ESG qui commencent à être revues. Environnementale, sociale et gouvernementale. Qui prennent en compte ce genre de risque. Après, est-ce que toute la finance durable est prête à investir dans la défense ? Il y a deux types de fonds. Il y a des fonds qui ont une analyse ESG de leur ligne, qui est le premier degré en gros de la finance durable. Et là, a priori, il y a compatibilité. Et puis, il y a des fonds qui ont un objectif environnemental et social. C'est les fonds article 9, on dit ça au niveau européen. Et pour cela, l'industrie de la défense, c'est beaucoup plus problématique. Et beaucoup d'acteurs n'incluent pas de ligne sur la défense dans leurs fonds les plus durables, on va dire. L'autre élément, pourquoi il y a eu de la réticence avant, c'est parce que justement, on a un fort taux d'épargne, 14% on va dire avant la crise, notamment Covid. Et donc, la grande partie de cette épargne finance de l'assurance vie, de la dette. Et comme vous le savez, on est très endetté. Et là, ce qui est historique et pourquoi aussi on a le champ, et c'est pour ça qu'il faut le saisir, c'est qu'on est en surépargne. C'est-à-dire que depuis ce fameux Covid, et ce fameux quoi qu'il en coûte, on l'a dit 800 milliards sur les comptes courants, et bien les gens n'ont pas dépensé. Donc en fait, c'est l'État qui a emprunté sur les marchés, qui nous a donné cet argent
argent et beaucoup de nos compatriotes l'ont laissé sur les comptes. Aujourd'hui, ils sont comme ça. Et donc, on a 2-3 points de surépargne par rapport avant le Covid. Et donc, c'est une opportunité parce que cet argent, encore une fois, c'est une minorité qui va être fléchée vers la défense ou vers cette industrie. Eh bien, c'est une occasion parce qu'on a ces surépargnes. Et donc, ça ne se fera pas au détriment du fameux financement de l'assurance vie ou de l'endettement parce qu'on a, en termes de volume, plus d'épargne à investir. Donc c'est aussi une très bonne, je trouve, une très bonne temporalité. Et puis ça permet d'avoir plus de rendement de ce fameux quoi qu'il en coûte. On a 6%, on l'a dit l'année dernière, de déficit parce qu'on a eu en partie ce quoi qu'il en coûte. Donc au moins là, il est rentable, il est investi, il va servir à financer une industrie. C'est pour ça que l'assurance vie d'ailleurs est mise à contribution et qu'il y a des unités de compte sur la défense qui sont mises en place. Il y a aussi une grosse partie de l'épargne européenne qui se trouve aux États-Unis. Alors là, c'est l'autre champ. Mais là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de préparer l'avenir à court terme pour s'émanciper de la tutelle américaine. Donc, on ne va pas couper les liens et on va repartir notre position du jour au lendemain aux États-Unis. Ce n'est pas du tout souhaitable. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Donc ça, il faut vraiment bien le rappeler. C'est vraiment juste une petite partie. Si vous avez autant d'argent et de l'épargne, d'avoir juste votre LDD, votre livret A, diversifiez un peu et mettons juste 500 € sur le livret. Le message est passé. Je pense que vous avez sans doute convaincu beaucoup de téléspectateurs. Alors, l'épargne ne fera pas tout. Se pose également la question de l'endettement. La France, qui a prévu de dépenser 2 fois plus pour sa défense sans augmenter les impôts, creusera fatalement sa dette. Écoutez la mise en garde du gouverneur de la Banque de France. Je dirais sur la défense, il ne peut pas y avoir de nouveau quoi qu'il en coûte. Il y a un effort légitime, mais il doit être mesuré, il doit être financé. Et sur l'ensemble, je vais simplement dire une évidence, Apolline de Malherbe. Nous ne pouvons plus tout nous payer comme avant. La France va devoir faire des choix. Ça, c'est l'objet de notre débat démocratique au Parlement, avec le gouvernement. Mais disons-le avec lucidité, c'était vrai avant même l'effort de défense. Pourquoi ? Parce que nous devons enfin stabiliser notre dette publique. Nous sommes un des rares pays dont la dette publique continue à augmenter. Ça veut dire que nous transférons aux générations futures un sac à dos qui est de plus en plus lourd quand il entre dans la vie. Vous l'aurez bien compris, pas de quoi qu'il en coûte en France, c'est clair. C'est plus possible. Non. Alors, vu l'équation budgétaire en France, pour financer l'effort de guerre, il va donc falloir nécessairement aller couper dans les dépenses. Mais lesquelles ? Comment ? Les dépenses d'administration, de structure. Enfin, l'OCDE l'a très bien dit, par exemple, pour les dépenses de santé. On a 33% du personnel qui ne voit jamais un patient en France, alors que la moyenne de l'OCDE est plutôt à 22. Donc on a plus de 10 points d'écart. On a une suradministration pléthorique dans tous les domaines. Et cet effort-là, il va falloir enfin le faire pour, effectivement, la défense du pays, pour financer la transition énergétique aussi, qui est incontournable. 30 milliards par an, d'après le rapport Pisani-Mahfouz. Donc il ne s'agit surtout pas de renoncer à ces priorités, mais il s'agit enfin de remettre au carré notre dépense publique. Ça a été très bien dit. Aujourd'hui, on a les finances publiques d'un pays qui sort d'une guerre. Quand on regarde, avec une dette qui a explosé, c'est absolument anormal. Mais le risque, c'est aussi peut-être de rendre impopulaire ce plan de réarmement. Et ce serait contre-productif. Ce dont on parle, c'est pas du tout impopulaire, de tailler dans la bureaucratie. Aujourd'hui, tous les Français, et les Français en première ligne en particulier, dans la fonction publique, les profs, demandez à n'importe quel prof, n'importe quelle infirmière, infirmier, ils vont vous expliquer que leur premier problème, c'est la suradministration. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet du docteur Philippe Juvin qui explique que pour qualifier une chute dans un escalier, il doit choisir entre 100 types de chute possible dans le logiciel de la Sécu. La suradministration et l'administration. Couper dans les normes. Alors là, je pense qu'il faut être... Moi, je serais plus nuancée. Il y a 2 débats. Il y a vraiment, à mon sens, ces débats de la défense, de la transition, on l'a très bien dit, qui sont des grands débats macro qui touchent tout le continent européen. Et qu'encore une fois, vous pouvez supprimer tous les fonctionnaires, tout, etc. C'est pas avec ça que vous allez financer l'intelligence artificielle, les dépenses de santé et surtout les efforts de la défense, parce qu'on parle de centaines de milliards. Donc on n'y sera pas. Et à mon sens, si on oppose l'un ou l'autre, en effet, la conséquence, c'est d'avoir des projets qui sont impopulaires et de se dire, ah bah si je finance ça, je vais avoir moins pour ma retraite, moins pour mon social. Donc moi, je n'irai pas sur ce terrain. Je pense que ce 6% de déficit, on l'a fait avant. Il n'a rien à voir avec l'Europe de la défense quand on l'a fait. On l'a fait tout seul comme des grands. Et donc, il y a un vrai sujet de dire quelles sont aujourd'hui nos priorités, mais pas en sacrifiant la défense ou la transition écologique. C'est un débat franco-français qui existe en France. Ce déficit, c'est la résultante des gouvernements et c'est le débat démocratique qui doit trancher. En tout cas, par mettre en cause les grandes causes. Ouais, juste très rapidement, l'investissement dans la défense, c'est un investissement. La dette qu'on met dedans, l'État le retrouve très rapidement. C'est le secteur où on a un retour sur investissement qui est le plus rapide et le plus important.
Donc, c'est-à-dire que quand vous dépensez 1 euro, vous mettez 1 euro dans l'industrie de défense française, vous avez 1,07 € en 7 ans, je crois. Donc, parce que c'est de l'emploi français, ça irrigue tout le territoire, ça crée des nouvelles, ça crée de la TVA, ça crée des emplois. Et donc ça peut potentiellement également créer des recettes fiscales. Ça crée des recettes fiscales. De la valeur. Donc ça crée de la valeur. Donc ensuite, c'est une bonne dépense. Arnaud Dumas, un mot de la fin. Il nous reste un peu de temps. Je n'opposerai pas non plus l'investissement social et l'investissement dans la défense et tout ça, au contraire, de la même manière, comme vous l'avez très bien dit. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On continuera à évoquer ces thèmes sur notre antenne, sans aucun doute. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.